Bienvenue dans Une semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Avec nous aujourd'hui Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonjour Laure, je rappelle que Cartooning for Peace est l'association créée par Plantu et Kofi Annan pour défendre la liberté de la presse et d'opinion des dessinateurs de presse à travers le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Également avec nous Nasser Ketan, directeur de Beurre FM. Bonjour. Bonsoir. Avec nous Jean-Sébastien Ferjou, vous êtes directeur et fondateur du site d'information en ligne Atlantico. Bonsoir. Et également avec nous le journaliste politique Thierry Guerrier. Bonjour. Bonjour. Honneur aux dames d'abord, celle qui a choisi d'honorer donc le Parlement européen hier en décernant son prix Sakharov pour la liberté de la presse à deux visages, deux voix du martyr yézidi, Nadia Mourad et Lamia Haji Bachar, enlevés comme tant d'autres de leur communauté par les djihadistes du groupe État islamique. Au moins ont-elles pu s'en sortir pour témoigner au monde de leur calvaire. Je vous rappelle que Nadia Mourad est depuis septembre dernier ambassadrice des Nations Unies. Elle raconte les viols systématiques, l'esclavage. Un prix nécessaire, Jean-Sébastien Ferjou, pour appeler l'urgence à sauver les minorités religieuses. Et on pense aux yézidis, on pense aussi bien sûr aux chrétiens d'Orient. Un prix utile certainement, après suffisant. On avait tendance à l'oublier ces dernières semaines, parce qu'on parlait beaucoup finalement d'Alep, de la Russie et de la Syrie, comme, disons, puissance belligérante et offensive. On avait presque un peu tendance à oublier les exactions commises par le groupe État islamique. À les oublier, je ne suis pas certain qu'on les oublie. Pour autant, on n'a toujours pas de solution en main de toute façon. Et les contre-offensives qui ont lieu à l'heure actuelle, même s'il peut y avoir victoire militaire contre l'État islamique, ne géreront pas forcément la réalité politique derrière. Donc c'est utile que ces prix-là existent. Je pense que, encore une fois, ils ne sont pas suffisants parce qu'il y a beaucoup à faire si on veut vraiment trouver des solutions d'équilibre politique qui respectent justement la diversité religieuse ou ethnique de ces régions-là. Nasser Ketan, le martyr des Yazidis, c'était important qu'à un moment ou à un autre, une reconnaissance soit donnée, même si on en a beaucoup parlé, notamment au niveau des Nations Unies? Oui, bien sûr, mais je crois que c'est d'abord aussi les femmes, que ce soit les femmes enlevées par Boko Haram. Les femmes sur la planète, lorsqu'il y a une guerre, elles payent le prix le plus fort. Elles subissent les viols, elles subissent les enlèvements. C'est pour ça que dans les démocraties, là où on met des femmes, il y a plus de tolérance, il y a plus de démocratie, il y a plus d'égalité. Donc, dans toutes les sociétés totalitaires, dans les systèmes dictatoriaux, les femmes font peur, alors qu'elles sont la moitié du monde. Et je crois que c'est bien sûr que les minorités, quelles qu'elles soient, les minorités croyantes ou non croyantes d'ailleurs, doivent être respectées de par la planète. Et je crois qu'elles méritent ce prix, bien sûr, mais elles en méritent tellement d'autres. Donc, oui, il faut le saluer. Et elle mérite peut-être autre chose qu'un prix, c'est ce que je voulais dire. Enfin, c'est comme on a beaucoup parlé des filles de Boko Haram, vous en parliez, mais il ne suffit pas d'un hashtag sur Twitter, Bring Back Our Girls, pour qu'ils s'en suivent quoi que ce soit derrière. Regardez sur les plusieurs centaines de jeunes filles qui ont été enlevées, il n'y en a que quelques-unes qui ont été... Donc il ne faut pas non plus que ça nous permette de nous acheter une bonne conscience à bon prix, parce que ça relève, c'est un prix qui est incontestablement mérité. Mais encore une fois, n'ayons pas l'impression qu'une fois qu'on a donné ce prix-là, on a géré la question. On a réglé la question. Cela dit, on connaît tous l'importance de l'impact de l'image et ces deux portraits, ces deux femmes. Il faut songer quand même que ces deux filles ont été enlevées 21 ans, 16 ans au moment de leur enlèvement, enlevées parce que d'une religion qui précède l'islam. Ne serait-ce que pour cela, on ne les supporte pas, réduites en esclavage sexuel, quel symbole, c'est formidable. Ne pas oublier que les premières victimes, ce sont les populations qui vivent en Syrie, et donc de tout ce conflit, les musulmans sont parmi les premiers, puisqu'ils sont les plus nombreux, les premières victimes, les yézidis, les chrétiens, bien entendu, et puis ne pas oublier qu'il y a, comme le disait Sébastien, un problème politique, c'est-à-dire qu'il y a aussi de la responsabilité du président El-Assad. Oui. Alors, et puis ne pas oublier que ce genre de femmes qui interpellent. Regardez en Thaïlande, cette jeune femme qui ose critiquer le roi, en Tunisie, cette jeune femme là qui s'était mis un peu torse nu, en Égypte, en Iran. Ce sont les femmes elles alertent l'opinion et elles lancent des SOS. Et on a le sentiment d'ailleurs qu'avec les réseaux sociaux, ce type de message, en tout cas la prise de conscience va beaucoup plus vite et
beaucoup plus forte et l'opinion publique est beaucoup plus sensible aussi. On l'a vu à un degré évidemment bien moindre en Tunisie cette semaine avec la suspension d'un animateur de télévision qui avait contesté le mariage d'une jeune femme avec son violeur. On voit qu'aujourd'hui, ce type de réaction ne passe plus. Et puis vous savez, dans beaucoup de sociétés musulmanes, c'est la femme qu'on viole, qui va en prison parce qu'elle a provoqué le violeur. Et vous avez ça dans beaucoup de pays. Donc voilà, oui, c'est pour ça que le symbole c'est la perte de virginité qui est criminalisée beaucoup plus que la contrainte imposée à la femme. Développer, aller un peu plus loin et poser les vraies problématiques. Eh ben, on aura peut-être un petit peu avancé. Et à cet égard, il y avait une forme de politiquement correct de certaines institutions internationales qui n'osaient pas porter ce type de combat. Par exemple, le fait qu'il n'est pas acceptable de considérer que il y a des sociétés où on peut comprendre que le patriarcat, que certains hommes, il y a eu Malala déjà sur la question de l'éducation. Là, une institution comme l'Europe finit par reconnaître avec le prix Sakharov que ça c'est pas possible et elle le porte comme un élément de combat. Il y avait le cas de Malala Yousafzai, mais elle davantage sur la question de l'éducation, mais qui en tant que femme évidemment se voyait barrer la porte des écoles. Après, ça n'est pas que du politiquement correct de la part de grandes institutions internationales. De ne pas le dire, de ne pas combattre, si. Il y a une part de politiquement correct, mais aussi autre chose. Il y a une stratégie très claire d'organisations islamiques mondiales comme les Frères musulmans ou autres, de s'implanter dans ces grandes organisations-là. On l'a très bien vu dans un certain nombre de cas. L'Arabie Saoudite n'était pas condamnée, ou alors la Libye ou l'Arabie Saoudite présidaient des comités des Nations Unies sur les droits de l'homme. C'est pas juste le politiquement correct, c'est parce qu'il y a une infiltration. C'est plus lourd que ça, bien sûr. Mais après, les relations internationales imposent aussi ça. Mais c'est pour ça, ne restons pas que dans le registre de l'indignation. Les symboles sont extrêmement importants. L'action et les résultats sur le terrain, plus pour les gens concernés. Et malheureusement, encore dans de trop nombreux pays, la femme, la petite fille est élevée pour devenir une mère ou une épouse. Et alors que c'est une femme, et pas une citoyenne à part entière. Donc voilà, c'est aussi, c'est peut-être aussi ce prix Sakharov peut aussi servir à ça, d'essayer de. Mais c'était là encore déjà le combat de Malala d'ailleurs qui avait été salué au plan international. Laure, votre réaction avant de passer évidemment au dessin sur ce prix qui a été donc décerné hier. Ça me rappelle un moment fort qu'on a vécu à Cartooning for Peace, parce qu'il y a un an, l'année dernière, on a réuni 28 dessinateurs européens au Parlement européen à Strasbourg pour remettre le prix à Raif Badawi, qui était le lauréat de l'année dernière. Mais puisqu'on rend hommage à ces femmes courageuses, un magnifique dessin du dessinateur américain Dan Ziger pour The Rutland Herald, qui dit tout sur la politique de la terre brûlée menée par l'État islamique. L'État islamique met le feu aux puits de pétrole et emprisonne les hommes. Les femmes et les enfants sont abandonnés en enfer. C'est un dessin très solennel qu'on voit là. Et puis si on parlera sans doute peut-être de cette réunion qui a eu lieu cette semaine à Paris sur la coalition internationale. Oui, on peut en parler dès maintenant d'ailleurs, et puis on engagera la discussion là-dessus après. Un dessin assez intéressant d'un dessinateur cubain qui s'appelle Falco pour Cartoon Movement. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu vidéo de casse-briques. Alors on voit, il est intéressant ce dessin parce que on voit que cette coalition menée par les 13 pays... Arkanoid, c'est le nom du jeu, me dit-on. Je ne suis pas un spécialiste. Oui, mais je crois que le terme casse-brique est le terme générique. Mais enfin bon, on ne va pas rentrer dans un débat là-dessus, c'est complètement anecdotique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la disproportion entre le spectre de l'État islamique, qui reste quand même énorme par rapport à cette coalition internationale qui est quand même, somme toute, en proportion toute petite. C'est presque une astérisque dans le dessin. Oui, complètement. Donc peut-être qu'on gagnera finalement la bataille, mais enfin, elle n'est pas encore gagnée. Preuve en est ce dessin du dessinateur libanais Hassan Blebel qui pose la question de l'après, parce que après sur ces décombres de cette guerre menée contre l'État islamique, qu'est-ce qu'on va faire après? Là, on voit que la coalition internationale, par ce drapeau qui se déchire en bandes qui vont dans des sens différents, on se demande comment reconstruire sur les décombres. Et il va même jusqu'à parler d'une troisième guerre mondiale, comme on entend parfois. Voilà, c'est la question de l'après que Hassan Blebel pose
sur ce dessin. L'après, il en a été question effectivement en début de semaine à Paris lors de cette réunion des ministres de la Défense, un peu plus tard à Bruxelles lors d'une réunion de l'OTAN et aujourd'hui même à Moscou où Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, recevait ses homologues syriens et iraniens. Différentes tentatives donc d'aborder le futur à la fois de la Syrie et de l'Irak. On a assisté cette semaine sur le terrain à des scènes d'horreur, notamment une école qui a été frappée en milieu de semaine à Idlib et puis hier une autre cette fois à Alep-Ouest, deux camps qui se renvoient de part et d'autre finalement les horreurs commises. En tout cas pour la France, ça ne fait pas de doute, l'école d'Idlib, ça ne peut être le fait que de la Russie. Écoutez Jean-Marc Ayrault. Nous venons d'assister encore il y a quelques heures au bombardement d'une école. Au moins 20 morts, des enfants, des innocents. Qui est responsable? En tout cas, ce n'est pas l'opposition qui est responsable, parce que pour bombarder, il faut des avions. C'est soit les Syriens, le régime de Bachar el-Assad, soit les Russes. Voilà, et puis je vous le disais, les Nations Unies de leur côté donc déplorent l'attaque contre une école, cette fois à Alep-Ouest, hier, qui serait le fait de rebelles au sol. Il y a quelques semaines, c'était les hôpitaux, maintenant les écoles. Nasser Ketan, il y a aujourd'hui plus de limites finalement dans ce qu'on observe, et la communauté internationale assiste à cela d'une certaine manière impuissante. Oui, mais elle est impuissante, oui et non, dans cette histoire. Parce qu'elle est aussi partie prenante pour certains pays. Hein. Dans cette histoire, Barack Obama n'a pas voulu suivre François Hollande, puisque les Britanniques avaient voté contre la guerre, et François Hollande s'est retrouvé tout seul. Et aujourd'hui, il est exclu du règlement. Oui. Si on avait affaibli le régime syrien à l'époque, est-ce que ça aurait empêché Daesh de progresser sur le territoire? Pas nécessairement, peut-être même le contraire. Pas nécessairement. Moi, sur ce plateau, j'étais de ceux qui disaient qu'il fallait un débarquement de Normandie dans cette région pour vraiment mettre les choses au clair. Et ça a pris du temps. Mais dans cette histoire, on va se retrouver à la case départ, puisque la Maison-Blanche a fait une déclaration en disant qu'ils étaient pour un État syrien, laïque et uni. Donc, entre autres, pas question que les Kurdes, qui ont payé le prix fort à Kobané et aujourd'hui à Mossoul, parce qu'aujourd'hui c'est Mossoul est regagné, c'est parce que c'est une ville kurde et que dans les villages, ils ont des gens à eux, ils ont de la population kurde qui leur donne des informations, etc. Il n'y a qu'eux qui peuvent progresser. Ils sont en train de reprendre Mossoul, ils ont repris Kobané, les Turcs ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils ont négocié avec la Maison-Blanche, et voilà. Donc, oui, il va y avoir le problème quand même des milices chiites et même de l'armée irakienne en tant que telle. Sa présence sera-t-elle tolérée à Mossoul ? Oui, là, à mon avis, il va se passer ce qui s'est passé en Allemagne après la guerre. Les grandes puissances vont se mettre d'accord et ça va négocier dur, quoi. Les grandes puissances qui disent, en gros, il ne faut pas trop tarder à attaquer Raqqa. C'est maintenant le nouvel objectif. Ça va aller très très vite maintenant. Oui, parce qu'il ne faut pas les laisser se réfugier. Oui. Il faut faire une pierre deux coups. Oui, alors les Russes se disent même prêts à aller frapper Mossoul à leur tour. Hein, donc aller frapper le sol irakien. Est-ce qu'on risque pas est-ce qu'on joue pas un peu avec le feu finalement ? On joue avec le feu si on n'a pas de solution politique derrière, parce que c'est toujours la même chose. On peut intervenir dans tous les pays qu'on veut, et en général, l'Occident a les moyens militaires de le faire, quoique de moins en moins. Et c'est bien ce qu'on a vu là dans le cas de la Syrie ou de l'Irak, quand on n'a pas rien négocié. Pourquoi est-ce que l'État islamique a tenu aussi longtemps? Militairement parlant, on pouvait le défaire avant, il ne s'est pas particulièrement affaibli ces derniers mois. C'est parce que vous faisiez référence à la question des Kurdes. Tout simplement, il n'y a aucun accord de la communauté internationale sur ce qui pourrait advenir des Kurdes. Donc, dans la mesure où on n'est pas capable de dire à quoi on voudrait que ressemble la carte de la Syrie, de l'Irak et ou de nouveaux États qui seraient créés sur les décombres, il n'y aura de toute façon pas de solution politique parce que les mêmes causes reproduiront les mêmes résultats. Qui a intérêt à cette ambiguïté s'agissant des Kurdes? Les Américains, qui sont les premiers alliés du Kurdistan irakien? Et qui a intérêt à cette ambiguïté? L'ambiguïté, c'est pas tant la position des uns ou des autres. Certaines positions sont assez claires. La position de la Turquie, de ce point de vue-là, est extrêmement claire. La position des Iraniens l'est relativement aussi. Celle des Russes. C'est parce qu'il y a un fait accompli des Kurdes depuis le début de cette guerre. Non, c'est simplement parce que tout le monde s'en mêle et on ne se donne pas les moyens. Et curieusement, l'administration Obama d'ailleurs est assez étonnée de l'attitude de son propre président. On a entendu lu dans la presse américaine des bisbilles entre le Pentagone et le département d'État. Des gens qui s'étonnaient du fait que Barack Obama ne veuille pas aller plus loin. À un moment, il faut négocier avec Moscou et Téhéran, parce que de toute façon, on fait la paix avec ses ennemis, pas avec. Négocier. Non, mais les réunions dont vous parlez cette semaine à Paris, la coalition, tout ça, c'est très bien. Mais enfin, c'est que des gens avec lesquels on est déjà d'accord. On n'a pas de moyens militaires d'intervenir. Bien sûr. Donc, on peut toujours continuer à le faire pendant
pendant un certain temps, ça nous donne bonne conscience, ça ne change rien, encore une fois, à ce qui se passe sur le terrain. Est-ce qu'on peut négocier, Thierry Guerrier, Nasser Ketan, avec des gens qui bombardent les écoles? C'est-à-dire, aux yeux de notre propre opinion publique, est-ce que là, on n'est pas dans une situation qui rend impossible toute forme de négociation à court terme? Non, C'est facile comme argument. Oui, et puis je pense que c'est beaucoup plus complexe. L'origine même, malgré les déclarations de Jean-Marc Ayrault, de ce bombardement est encore... Non, parce que là, il s'est avancé loin. C'est-à-dire, Voilà. ça rend quand même impossible toute forme de négociation. Derrière, une fois qu'on a dit on est sûr que les Russes ont bombardé l'école, même si ça semble être quand même le bon sens. On fait la paix avec des gens qui sont vos ennemis. Si vous négociez avec les gens avec lesquels vous êtes déjà d'accord, il suffit de prendre le thé ensemble. D'ailleurs, ce qui est devenu la diplomatie internationale ces dernières années. Oui, sauf qu'il faut parfois penser les plaies. À l'heure de la transparence totale et de l'information, on ne peut pas à la fois vouloir que ça change et dire il ne faut plus qu'il y ait de bombardement d'écoles et pas se donner les moyens de le faire. Parce que si on est juste dans la condamnation morale, je pense qu'à Moscou, ça produit assez peu d'effets. Et puis les Russes ont aussi occupé le vide. La nature a horreur du vide. Il y avait des tergiversations entre les Américains, les Français, etc. Les Russes ont pris la place. Ils ont bien pris la place et aujourd'hui, ils sont des interlocuteurs et ils sont en mesure aujourd'hui d'imposer l'option Assad. Alors qu'il y a quelques mois, François Hollande disait pas question d'Assad. Aujourd'hui, les Français disent pourquoi pas Assad. Et les Russes ont mis les pieds dans le plat de l'hypocrisie occidentale. Parce qu'une grande question que personne n'ose aborder, c'est quand même que les régimes, aussi détestables soient-ils de Bachar el-Assad ou le régime laïque de Saddam Hussein en Irak, protégeaient un certain nombre de minorités. C'est-à-dire que quand vous posiez la question, il y a eu la construction médiatique qu'on a pu faire de ce que vivaient les Syriens, ce qu'on envoyait ici. Quand vous posiez la question à des chrétiens d'Orient, ils étaient tout à fait en faveur du maintien du régime de Bachar el-Assad, parce que l'alternative, c'est quoi? L'alternative, ce sont des régimes plutôt musulmans politiques qui ne sont pas fondamentalement favorables au respect des droits des minorités. Donc on est très hypocrite parce qu'on refuse de le voir. Donc on fait comme si cette question-là n'existait pas, mais si, elle existe sur le terrain. Et donc il y a toujours des gens qui souhaitent que le régime de Bachar el-Assad se maintienne, pas parce qu'ils le trouvent génial en tant que tel, parce qu'ils pensent que sans lui, il meurt. Effet en tout cas indirect, ou même direct dans certains cas de ces combats en Syrie et en Irak, des candidats à l'exil prêts à tout pour fuir les violences de leur pays, parfois au péril de leur vie. 13 migrants meurent chaque jour dans le monde. Depuis le début de l'année, ils sont plus de 5200 à avoir perdu la vie, pour les 3/4 en Méditerranée. On vient de connaître les chiffres cette semaine. En tout cas, la jungle de Calais, elle, est désormais vidée de la majeure partie de ses occupants. Ne reste sur place qu'une centaine de personnes, un peu moins même cet après-midi. Il s'agirait pour la plupart de mineurs, un problème qui n'est toujours pas réglé. Londres a appelé hier la France à les protéger comme il se doit. On se renvoie la balle. Il y a une hypocrisie, Thierry Guerrier, de la part de la Grande-Bretagne, puisqu'on pensait avoir réglé cette question des mineurs isolés. Que la Grande-Bretagne profite des négociations qu'on avait menées avec elle sous Nicolas Sarkozy à un moment donné pour essayer de verrouiller et de restreindre l'immigration chez elle, c'est pas nouveau. C'est pas que ce soit de bonne guerre, mais c'est pas très étonnant de la part des Britanniques qui font tout pour se protéger. Non, je trouve que l'hypocrisie, elle pourrait être plutôt ici. Parce que qu'est-ce que démontre cette évacuation réussie de la jungle? C'est que quand on veut, on peut. L'État, pour une fois, y a mis les moyens. C'est à peu près réalisé. Il y a l'incident des incendies, mais bon, il faut voir ce qu'il y avait derrière. Est-ce que c'est une affaire mafieuse? Enfin, il y a plusieurs aspects. On a parlé de la culture des migrants, elle a bon dos. Non, la réalité, c'est que le flux ne se tarit pas. À Calais, les confrères des différentes chaînes de télévision l'ont montré, le flux est encore là. Il y a à nouveau des immigrés qui reviennent, des réfugiés qui reviennent. Et puis il y a Paris, vous l'avez montré tout à l'heure. À Stalingrad, j'y suis passé tout à l'heure, cet après-midi. Le flux est considérable. Il va falloir à nouveau évacuer. Alors ça veut dire qu'on a vraiment réglé le problème comme vous le disiez? Non, mais est-ce qu'on l'a vraiment réglé? Ou est-ce qu'on l'a juste déplacé? Mais c'est exactement ça. Et la vraie question, c'est de savoir si non seulement on met les moyens de l'État, comme le succès de Calais le montre, mais si aussi derrière, il y a une réelle politique. La politique du coup par coup, voilà. Quelle est la politique du gouvernement sur cette question de l'arrivée des réfugiés à part nous dire, il faut qu'on en discute avec Mme Merkel et qu'on pèse à Bruxelles, en fronçant les sourcils? Pour l'instant, on ne voit rien. Et ben, on va poursuivre notre discussion dans un instant. On fait une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite d'une semaine dans le monde.